Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Un CPI, un indice des prix à la consommation aux États-Unis qui est pile poil au consensus. BTC qui reprend les 99 000 dollars. Les ALT qui se reprennent pas mal. Aujourd'hui, ça va être la routine habituelle. Où est-ce qu'on en est un peu qu'est-ce qui se passe au niveau crypto, Ethereum, Bitcoin et Total 3. Allez, intro. Alors en daily rien de nouveau, si ce n'est que effectivement on s'est pas trop mal repris et que on ne hard close pas la trend daily qui est ici. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a que des mèches en dessous, mais on n'arrive pas réellement à la fermer pour avoir quelque chose de vraiment baissier. Ça se fait en tenant en fait globalement les niveaux 4 heures. Niveau 4 heures ici, vous voyez, on n'a jamais réussi à hard closer également ce niveau-là, à la baisse, hein, j'entends bien sûr. En revanche, je pense qu'on a hard closé le 15 minutes qui était en bas ici, celui-ci, d'accord. Et qu'on vient juste de hard closer également le 15 minutes qui est en haut, enfin qu'on vient juste, vient de passer, je pense au moment où on a eu les news au niveau du CPI, de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui est pile au consensus. J'aurais bien vu un CPI légèrement plus bas, mais vous voyez que celui-ci est hard closé aussi, hop, on peut le dégager. Donc à ce stade, tant qu'on tient, on va dire, le momentum, on va virer ça. Alors à ce stade, vous comprenez que moi j'utilise beaucoup les points pivots, c'est-à-dire j'avais une distribution qui était comme ça, j'ai désormais une distribution qui était comme ça, des bonnes chances de revenir au point pivot. C'est-à-dire cette droite, je suis en train petit à petit de la coucher hein, et de la coucher à plat. Donc l'idée de revenir au point pivot entre toutes ces distributions successives, c'est tout simplement qu'on va continuer le mouvement ici et venir chercher encore une fois ce point pivot là. Ça coïncide super bien avec le 1 heure qui est ici, donc a priori voilà, la direction ici c'est 100 000 hein, pour le moment, bon, c'est pas très compliqué maintenant qu'on est à 99 de le dire. On a un momentum qui est à peu près comme ça. Pour le moment, ça tient pas mal. Celui-ci donc est cassé et celui-là aussi. Hein. On a des bonnes chances de revenir sur le 1 heure encore une fois. Si on arrive à passer le 1 heure, vous comprenez que c'est potentiellement le 1 heure suivant, 101 105 et puis 103 000 pour le dernier 1 heure à passer pour une éventualité d'aller autour des 110 encore une fois. Voilà ce qu'on a pour le moment. Est-ce qu'on a des niveaux vraiment qui pourraient repousser avant? Non. C'était limpide sur la charte avant. Enfin, il peut s'en créer un là, mais ce que je veux dire, c'était plutôt limpide sur ce qu'on a dans le passé, les endroits où ça peut éventuellement rejeter. Et il s'agit que de 1 heure. On a le petit 15 minutes également qui se trouve là et qui n'a pas été revisité. Donc je pense qu'on peut le virer aussi. Pour l'instant, il n'est pas extrêmement perspicace ce 15 minutes là. Donc voilà un peu l'idée. Vous voyez ici bon les 3 points éventuellement à passer pour aller au travers, le momentum qui est à tenir pour en tout cas être sûr qu'on y va en ligne droite. Comprenez bien que du coup si on tient le momentum ici ça nous emmènerait autour de demain autour des 103 000. Personnellement, je pense qu'il est possible, très très possible qu'on y soit demain, et je pense même qu'il est possible qu'on ait un joli mouvement en fin de journée pour être déjà là-bas en fin de journée. Si jamais on accélère le momentum, en tout cas, ça pourrait être quelque chose qui se met dans les tuyaux. Voilà pour le 15 minutes, on reviendra en fin de vidéo, une fois qu'on aura regardé le fondamental, la liquidité, on reviendra faire plus ou moins, j'ai un internet qui est un petit peu lent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, ça carbure pas mal. Ether contre Bitcoin. Bon, on est resté un peu collé au support, là, vous le voyez, qui est au 0,038. Je pense qu'on est en train quand même de casser une forme de distribution ici et qu'on est en train de faire une petite structure de retournement. On va aller voir ça en 1 heure. Ouais, sur le 1 heure, mais c'est pas folichon. Vous voyez que c'est pas énervé, quoi. Hein. À partir du moment où on fait ce W là, c'est pas en train de s'énerver. À partir du moment où on casse la trend également, plutôt une trend qui serait peut-être plutôt comme ça. D'accord, c'est pas extrêmement énervé. En tout cas, réaction sur le petit support que vous voyez là. Hein. Vous voyez que en dessous de ça, on va dire qu'on a que des mèches en time frame 1 heure, 4 heures. Hein. Voilà, maintenant il faut que ça s'énerve ici, d'accord. Ce qu'on voudrait globalement, c'est que ça ressemble à plus ou moins un retest de la cassure de la traîne de rouge que vous voyez là, et que derrière il y a une forme d'accélération. Pour le moment, c'est pas énervé, d'accord. Alors, il y a un monde où parce qu'en fait, pour que vous compreniez, on va vite fait parler d'inflation. Qui est là, la chart. On va se mettre en monthly. On va se mettre en normal. On va y arriver.
Euh, En gros, il y a un monde où cette inflation qui trouve un petit peu un pivot autour des 2,7, vous comprenez qu'on était au consensus, mais le consensus montrait une très légère augmentation de l'inflation. Là, elle n'est pas à jour, mais c'est pas grave, on va... Est-ce qu'elle est à jour? Oui, elle est à jour. Non, elle n'est pas à jour. 1er octobre. 1er novembre. Non, mais globalement, ce qu'on a eu là ici, c'est, je vous le mets dans le mille, un 3,3 au niveau du CPI, core CPI, donc on est très exactement au même endroit. En revanche, on a monté à 2,7, d'accord, ici, hop, comme ceci. Le 0 est là, donc ça veut dire 2,7 moins 3,3, on a eu 0,6 en termes de ce qu'on pourrait qualifier d'inflation de l'offre, pétrole, commodité, etc., d'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'inflation de demande, elle reste en plateau à 3,3. Vous le voyez ici. Bon, vous avez l'impression que ça augmente parce qu'on garde le 0 au niveau du 0, ça reste logique. Mais au niveau des chiffres, vous voyez que ça fait désormais, depuis mai 2024, qu'on n'arrive pas à plomber la demande. À l'inverse, vous voyez que autant on priceait assez fortement une récession sur le pétrole avant, autant là on est en train de partir dans l'autre sens. C'est-à-dire que le marché commence à pricer un soft landing. Ce qui va faire que ça va être relativement difficile de venir choper, se grappiller les derniers 0,7. Hein. Vous comprenez que le mandat de la Fed, ça serait d'aller à 2% year over year. Et ici, on est à 2,7 pour le moment et on a trouvé ce plateau autour des 2,5, 2,4, 2,5. Et pour le moment, on est en train de galérer à faire le dernier move pour aller effectivement aux 2%. On est plutôt aux 3% d'inflation. Ce qu'on voit aussi, c'est que, vous le voyez ici, bon, je vous avais montré un peu ce triangle de continuation qui nous disait peut-être qu'on pouvait aller effectivement un petit peu plus bas. Et là, on perd la trend en faisant ce 2,7 ici. Vous voyez qu'on est sur un recoupement. Donc, c'est pareil, cette idée éventuellement au 1er décembre d'être déjà à 2%, on l'oublie parce que l'inflation, elle est typiquement en train de trouver un plateau et que la pente, désormais, qu'on a, c'est plutôt quelque chose comme ceci. Enfin, on pense que ça pourrait être plutôt quelque chose comme ceci. Vous comprenez qu'il nous manque un point là. Donc plutôt arriver au 1er juillet 2025 à ces fameux 2% et avoir potentiellement un petit plateau d'inflation ou en tout cas à galérer un petit peu à aller à la target. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un monde en fait où il y a un monde où BTC se décorrèle du marché action. Comment expliquer ça? Vous avez un S&P qui va réagir, qui va avoir besoin de liquidité, d'énormément de liquidité, d'accord, pour avoir de l'argent gratuit, pour que tout simplement les gens viennent investir sur les actions. Ça, c'est une première chose. C'est une fenêtre de contexte, d'accord. Donc, dans ce cadre-là, Bitcoin, notamment, et on va parler ici que de Bitcoin, pas des autres cryptos, BTC était plus ou moins un asset technologique qui avait besoin typiquement de baisse de l'inflation, enfin en tout cas de taux d'intérêt bas, on va dire ça plutôt comme ça, taux d'intérêt qui sont bas, donc du crédit facile, d'accord, pour bénéficier de cycles de liquidité qui rentraient dessus, etc., etc., etc. Aujourd'hui, Bitcoin, on est en train de, petit à petit, on le sent vachement dans la narration, de le mettre dans la case quand même réserve de valeur, plutôt du côté du gold, ou en tout cas, s'il y a une grosse inflation, plutôt un asset qui va, de par son fondamental, vous hedger contre l'inflation, vous protéger de l'inflation, d'accord? Donc il y a un monde où finalement, quand l'inflation augmente, Bitcoin s'apprécie. C'est contre-tendance par rapport à tout ce qu'on a fait depuis 2020, quasiment. Mais on savait que cette décorrélation, petit à petit, elle allait potentiellement arriver. Donc on a réussi un petit peu à trouver à Bitcoin une certaine case. Là où finalement, le reste de la crypto serait plutôt typé Nasdaq 100 ou Nasdaq, où là, pour le coup, on a vraiment besoin de taux d'intérêt très bas. Enfin, on a besoin d'anticiper une baisse des taux d'intérêt pour finalement... Donc on avait une corrélation Bitcoin plus toute la crypto qui se faisait énormément avec le S&P, donc les 500 plus grosses actions américaines, le marché action si vous préférez. Moi à mon sens il y a beaucoup d'autres mécanismes en ce moment, on va aller sur S&P vite fait, il y a beaucoup d'autres mécanismes qui se mettent en place également en ce moment, mécanismes qui sont en fait de dire... Déjà, pourquoi on a une telle hausse du marché action alors qu'en fait on est sur des taux d'intérêt qui restent restrictifs, d'accord? Les taux d'intérêt, on est autour des 5 en ce moment, c'est extrêmement restrictif. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché n'est pas con. Il voit que les US sont très largement surendettés, d'accord?
penser que le marché est con, c'est être complètement à côté de la plaque, d'accord? Donc on a effectivement un marché obligataire qui est hyper intéressant, d'accord? Un marché des bonds, hein, des bons du trésor, etc., qui est ultra intéressant en ce moment. Mais les gens se disent, je vais y aller, certes, mais je vais pas y aller trop fort, je vais pas mettre toute ma thune dedans, parce qu'on sait jamais si à un moment donné, les États-Unis, avec, je crois qu'on est à 35 ou 36 trillions de dettes maintenant, je me demande si on n'a pas touché les 36, je sais pas. Il y a peut-être quand même, c'est peut-être pas génial de le faire. Donc en revanche, on a quand même aussi cette idée que il y a une narration un peu en ce moment de Bitcoin Hack, de réserve stratégique en Bitcoin, et il est éventuellement évoqué au niveau du gold, de vendre du gold, d'accord, pour acheter du Bitcoin. Je pense pas que ça soit des choses qui vont se faire. Je pense que le bon vieil hard money, le bon vieux gold, a pas trop de soucis à se faire, en tout cas, au moins pour le moment. Mais on a vu un gold qui s'appréciait beaucoup et qui s'est quand même un petit peu calmé par rapport à BTC. Si vous montrez un ratio gold sur BTC, vous allez voir qu'il y a un moment où ça s'apprécie, puis il y a un moment où ça se déprécie derrière. Si vous voulez regarder peut-être tout ce qui est corrélation, entre guillemets, vous pouvez éventuellement... je me demande si je ne l'ai pas dans mes favoris d'ailleurs. Est-ce que je l'ai là? Non. Oui. Non, pas du tout. Pardon. Non plus. Non plus. Bon, ok, on va le rajouter. Vous avez des indices de corrélation. Typiquement, vous avez correlation with p-value. Je pense pas l'avoir là non plus. Non. Alors, on va faire comme ça. Hop. Qu'on va comparer avec BTC, bien sûr. Donc en gros, ici, ce que vous avez, c'est un indice de corrélation avec Bitcoin. On est en daily, donc là, ça paraît correct. Quand vous êtes à 0, vous n'êtes pas corrélé du tout. Quand vous êtes dans le vert, ici, vous êtes assez fortement corrélé. Et quand vous êtes dans le rouge, vous êtes inversement corrélé. Là, on regarde le S&P, d'accord? On va réduire un peu ça. On regarde le S&P et vous voyez que globalement, si on se mettait même, on pourrait se mettre en weekly, ça serait peut-être plus intéressant. Voilà. Globalement, on a eu des périodes d'extrême corrélation à partir de février 2020. D'accord. Ici, il n'y a aucun moment où on allait vraiment dans le rouge, sauf en mai. Et en mai 2021, c'est parce qu'il devait y avoir une correction sur le marché action qu'il n'y a pas eu sur Bitcoin ou l'inverse. Mais 2021, non, ça a bien poussé. Ça, c'est la crypto qui a continué à pousser, alors que peut-être S&P temporisé. Et globalement, ce qu'on peut voir depuis, c'est que ça a été quand même assez rare, sauf événements endogènes à la crypto, notamment ici, FTX, là-dessus, principalement, et là-dessus, où on avait vraiment, ici, on était tout à fait dans les zones crash FTX, etc., il faudrait que je vous mette Bitcoin à côté, comme ça on sera max. Voilà, là vous étiez dans le crash FTX ici, d'accord, où la crypto était totalement décorrélée. Ici, grosse décorrélation, c'était, je pense, au moment de la crise bancaire, à peu près juin 2023. Non, c'était plutôt en mars, la crise bancaire. En mars, on a pas mal tenu ensemble. Ici, vous voyez qu'il y a quand même une grosse baisse sur la crypto, alors que le S&P est plutôt en montée. Donc c'est suite à la crise bancaire, on va dire ça comme ça. Ensuite, derrière, on est assez fortement corrélé. Ici, on a décorrélé un petit peu, mais on n'est pas décorrélé non plus. Ici, on a corrélé un max. Et là, ça fait un certain temps, depuis avril 2024, qu'on a décorrélé. Et vous voyez que dans le temps, allez, on va dire peut-être à l'été, où il y a un moment donné où S&P continue à monter. Je parle de l'été 2021. Continue à monter, mais la crypto corrigée de 50%. Il y a eu un gros mouvement de liquidité sur la crypto. C'est assez rare qu'on fasse des décorrélations aussi importantes. Là, on recorrèle en ce moment.
Parce que le marché action est en train de pricer le fait que les taux vont baisser et Bitcoin est dans une régulation extrêmement propre, depuis les élections l'acceptation des ETF. La question qu'on peut se poser dans ce cadre-là, c'est de se dire, est-ce qu'en ce moment, là où on a eu une corrélation assez forte avec du coup l'inflation depuis 2020, avant vous voyez qu'on était assez peu corrélé, 2016, etc. C'était assez peu corrélé. Ça a un peu corrélé en 2016, 2018 forte décorrélation, mais globalement on a eu une très forte corrélation depuis 2020, sauf événement endogène à la crypto. Ici c'est un mouvement de liquidité sur la crypto, la perte de 50% ici, qui n'est pas arrivée sur le S&P, c'est pour ça qu'il y a une décorrélation. Événement endogène à la crypto, voilà, c'est ça que je veux dire. Et crash FTX aussi, on a eu une décorrélation. Crash bancaire, vous voyez que c'était moins... quand je parle de crise bancaire, je parle de celle de Silicon Valley Bank, etc. C'était moins évident. Donc globalement, il faut se poser la question peut-être un petit peu, est-ce qu'on n'est pas justement en train de décorréler le marché action de Bitcoin sous-entendu, Bitcoin apprécie le fait qu'on soit sur des... une inflation qui augmente, d'accord donc voilà, c'est un peu des questions que je pense qu'on peut se poser. Derrière, c'est peut-être un petit peu tôt pour vraiment décorréler totalement Bitcoin et le corréler uniquement à Gold. Et même si Gold, au final, n'est pas, je pense, un très bon exemple non plus, je pense que Bitcoin va trouver tout simplement sa place. On le dit inversement corrélé au dollar, moi je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que j'ai trouvé plein de moments où justement il était totalement corrélé au dollar. Je trouve pas que regarder le Dixie soit extrêmement pertinent. Maintenant il y a des gens qui font que ça dans leur vie, donc c'est bien, tant mieux pour eux. Et s'ils y trouvent derrière des confirmations de trading, tant mieux pour eux. Moi je trouve pas que ce soit extrêmement intéressant de regarder le Dixie pour trader Bitcoin. En tout cas voilà, je regarderais plutôt la stablecoin dominance pour le coup. Mais le Dixie en fait finalement qu'est-ce que c'est ? C'est le dollar par rapport à un panier de devises, principalement euro, yen, couronne suédoise, le pound. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et que c'est un peu pensé en arrière. Voilà, certains disent que c'est l'indice du cash. S'il y a une grosse demande institutionnelle en dollars, et ben à ce moment-là, ça veut dire que le marché passe risk-off. Oui, pourquoi pas, mais je suis pas non plus extrêmement fan de tout ça. Je regarde très peu le Dixie. Sauf si je me demande, est-ce que j'ai envie, et encore pour le coup, je dirais regarder plutôt euro et USD, mais est-ce que j'ai plutôt envie d'être en euros ou d'être en dollars ? Voilà, par contre, c'est des questions que je me pose assez fréquemment. Par rapport, bien sûr, à des gains de trading ou des choses comme ça, est-ce que je préfère rester en dollars pendant un certain temps ou tout simplement être plutôt positionné euro ? Donc ça va être une analyse euro-USD que j'ai à peu près en permanence pour me dire, bon, je préfère plutôt être là-dessus ou être là-dessus. On était à Ether BTC. Voilà, donc une des questions aussi, c'est, vous voyez, sur une inflation qui augmente très légèrement, là, bon, c'est le consensus, donc pour moi c'est une non-news, mais voilà, on voit quand même un Ether BTC qui reste collé au support, qui ne décolle pas, cette idée potentielle que, d'une certaine manière, il est peut-être possible que Ether se décorrèle totalement de BTC, au travers de cette idée d'inflation qui pourrait éventuellement trouver un plateau, d'accord à voir, on reste prudent là-dessus quand même. Ici, pareil, hier on avait dit, en daily, nous on veut pas hard closer la trend ici, qui est à l'augmentation sur Ethereum. Vous voyez qu'elle est hard closée. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle par rapport à Ether, là où Bitcoin a plus ou moins réintégré sa trend en daily. Bon, celle d'Ether, elle était un petit peu plus violente, mais Ether reste un peu collé en bas là, d'accord ? Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir, même si bon, aujourd'hui, il s'est apprécié très légèrement. On est passé de 3005, 3007, c'est une très jolie appréciation, mais on veut pas le voir rester collé ici dans cette zone, d'accord ? Ce qu'on veut, c'est qu'il réintègre littéralement sa poussée d'avant, ok ? Sinon, on peut partir sur une correction plus symptomatique, plus longue, plus bas, moins sympa. On avait parlé un peu de ce canal, voire / biseau, puisque nous on travaille en log, et là on a dû passer du coup en... Voilà, ce biseau ici qui, voilà, peut-être potentiellement est en train va venir au test au 3930 par exemple, et puis dégager vers le bas. Je reste quand même sur le scénar où Ethereum s'énerve un petit peu. Maintenant, pour moi, le fait qu'Ether BTC reste collé, que Ether perde sa trend ici,
il affiche pas énormément de force. Bon, on vient de casser là une petite 1 heure. Je parle de la distrib, hein, bien sûr. Personnellement, je suis positionné pour un Ether qui, avant la fin de l'année, touche 5000 et peut-être même 7000 dollars. Maintenant, c'est pas ce que je veux voir, d'accord? Je veux pas avoir de perte de momentum pour aller dans ce scénario-là. J'aime pas trop ce que je vois par rapport au scénario initial, on va dire ça comme ça. Après, investissement spot sur Ether, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est plutôt dans le cadre du trading actuel, ce qu'on veut voir en trading. Eh bien, voilà. Là, la 1 heure, elle est cassée. Hein. Vous voyez qu'on a fait quand même une structure de retournement sur Ethereum, mais vous voyez que en surperformance par rapport à BTC, bah, Ether reste un peu collé au support. On veut qu'il accélère. Maintenant, pour le moment, ça accélère pas. Voilà, on veut une accélération. Pour le moment, ça le fait pas. Et on en a parlé hier. Alors, c'est pas une confirmation ultime, mais on voulait qu'il récupère assez rapidement 3008, 3009, réintégrer ça finalement. Hein. Et pour le moment, c'est pas du tout ce qu'il nous donne. Ok. En tout cas, le support ici est très joli. Attention sur Ether, si on perd ce support-là, c'est direction 3000, hein, entre 3000 et 2007 pour moi. Je pense pas que ce support-là, après derrière, fasse vraiment le boulot. D'accord. Mais le support des 3003... à voir. En tout cas, bon, pour le moment, il vient sur son support, c'est bien. La plupart des alts font ça. Hein. Elles sont venues sur leur support 4 heures du moment. Elles ont effacé quelques jours de hausse, quelques semaines de hausse, on va dire ça comme ça. Ici, en l'occurrence, 2-3 semaines en ce qui concerne Ethereum. Elles ont effacé tout ça, elles ont déleveragé et potentiellement, est-ce qu'elles sont un peu en train de peut-être repartir? Elles sont toutes au W comme ça. Je vous le donne dans le mille. Vraiment, vous allez regarder 10 altcoins, vous allez trouver la plupart retour sur support 4 heures et en train de faire un W. Donc, soit confirmation, soit rejet. Un W, c'est toujours la même chose, c'est soit je confirme, je casse le W, soit je rejette. Vous voyez qu'ici, on est sur une zone de rejet potentiel sur Ethereum. Vous voyez ici, par 3 fois, on a rejeté jusque-là. Dès qu'on s'est remis très fort, on a rejeté. Ici, on a rejeté aussi. Et là, en l'occurrence, est-ce que ça passe? Est-ce que ça casse? Est-ce que effectivement je pète mon W ou est-ce que effectivement je rentre à la coucouche panier, je rentre à la maison? Les altcoins, total 3, donc l'altcoin dominance, on regarde ici, vous voyez que c'est à peu près le même DEL. Hein. Sauf à dire que finalement, Ether est plutôt par ici, d'accord, quand on parle de support 4 heures, et que là, les alts, elles ont plutôt saigné jusque là. Elles auraient même peut-être pu saigner jusqu'à 22% en termes de dominance. Mais voilà, en l'occurrence, vous avez également le W. Pour le coup, là, il est cassé, il est confirmé. Ça va un peu plus vite sur les alts en général. On est pile au point pivot, là, hein, c'est-à-dire qu'auparavant, c'était un support, ce point-là. Est-ce que désormais, il ne se transformerait pas en résistance? Pour moi, c'est toute la zone qui est là, hein, qu'on peut regarder. Donc voilà, si ça passe, ça vient couvrir un peu l'imbalance. Probablement ici, peut-être même ici sans trop de problème. Ou alors retour sur trend. Et puis si la trend casse, et ben à ce moment-là, du coup, c'est très très bien. Vous aviez votre correction comme ça, d'accord? J'avais mon impulsion avec un momentum qui est ici. D'accord, ici, momentum, la droite rouge, quoi, en gros. J'ai une correction dans une plus grosse time frame qui me fait perdre mon momentum. Ensuite, je fais quelque chose de relativement parallèle. Et derrière, je viens dégager pour soit lisser sous le momentum, donc dégager vers le haut, soit tout simplement le réintégrer. Ouais, voilà pour les alts, hein. D'accord, c'est pas... On est loin d'avoir la dominance sur les alts qu'on avait ne serait-ce que le 4 décembre. Maintenant, c'est un joli nettoyage, on va le voir tout à l'heure. C'était déjà un peu l'idée de la vidéo de hier ou avant-hier, je sais plus exactement. Quand est-ce qu'on a fait cette vidéo sur le gros nettoyage au niveau des altcoins, grand nettoyage de printemps? Je m'en pose une seconde parce que j'ai perdu X. Ok, alors les news un peu sur X, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte YouTube, éventuellement venir nous rejoindre sur Crypto Signal ici. Bientôt le retour aux 2000 abonnés et il me manque une dizaine d'abonnés pour faire 7000 sur YouTube, donc n'hésitez pas à les mettre sur cette vidéo là, ça ferait plaisir, pourquoi pas. Vous avez tous les liens également en description de la chaîne. Je rappelle que nous on travaille avec Plofin, Bybit, il y a globalement sinon tous les exchanges, hein, BitGet, Bybit non, c'est plus dispo pour les Français, excusez-moi. Voilà, enfin tout est disponible, Qcoin, Mexi, vous avez un petit peu tout, et tous les bénéfices de la chaîne sont reversés, je le rappelle, à Mécénat Chirurgie
cardiaque. Maintenant, quand on regarde Bitcoin qui achète Microsoft qui achète du Bitcoin, c'était un non. Il y avait une grosse proposition qui a été votée hier en board, qui était de dire est-ce qu'on mettrait pas entre 1 et 5% de notre trésorerie, ils ont 88 milliards en trésor, Microsoft, ils sont assis sur un joli paquet de cash, est-ce qu'on mettrait pas entre 1 et 5% en crypto? Et la réponse déjà, le board avait émis un avis négatif, et la réponse de cette assemblée générale au niveau des actionnaires a été un grand non, malgré le pitch de Saylor. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas y venir à un moment, mais ça veut dire qu'en tout cas, l'avis des actionnaires est défavorable. Ils avaient expliqué être à l'étude, être en train d'étudier éventuellement cette possibilité. Ça aurait été un tout petit peu con de le dire avant. Hein. D'ailleurs, même, je pense que c'est pas extrêmement intelligent de la part je sais plus, Platform Research. Enfin, en gros, c'est c'est pas extrêmement intelligent d'obliger ces entreprises tout de suite à venir voter un peu sur cette idée. D'investir ou pas de la trésor, puisqu'elle les oblige, hein, en fait. Je sais plus comment s'appelle l'organisme qui fait ça. Je sais plus, je me rappelle plus. Bon, c'est un organisme en gros de petits actionnaires et de recherche, plateforme research, je sais pas exactement, je me rappelle plus exactement. Mais en gros, voilà, pour le coup, c'est un non. Donc, ça a un petit peu plombé l'ambiance hier. Maintenant, il y avait assez peu de chances que ça passe. Hein. Vous voyez que sur Polymarket, on était autour des 13-14% d'avis positif comme quoi ça allait éventuellement passer. Tout simplement parce que l'avis du board était négatif au départ, hein. C'est-à-dire qu'au niveau de la SEC, directement dans la demande, il a été dit que ils n'étaient pas forcément pour du côté de Microsoft. Binance qui annonce un partenariat stratégique avec Circle, extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant, pourquoi? Parce qu'on avait eu le BUSD, on a eu après d'autres trucs un petit peu plus exotiques. Binance a toujours un peu cherché son stablecoin depuis. Là, on voit que Binance est en train d'embrasser la grosse finance américaine, hein, puisque Circle, c'est qui? C'est Coinbase et c'est BlackRock, principalement, pour faire simple. Hein. Donc du coup, Circle, l'USDC, Jérémy Allaire, voilà tout ce conglomérat un petit peu, là va récupérer quand même un paquet d'effets de réseau, hein, grâce à Binance. Je pense qu'ils se sont dit que ils allaient se partager un petit peu les gains, hein, puisque je rappelle que sur Circle, l'idée principale c'est quand même d'investir sur du bon du trésor américain ou autre, et puis ensuite derrière du coup d'éditer vos stablecoins, et puis eux finalement engrangent ce qui est posé sur les bons du trésor. Ils font travailler votre argent, hein, si vous préférez, entre les deux, pour tout simplement effectivement vous mettre à disposition ce stablecoin. Extrêmement profitable, on a vu Tether faire des milliards de dollars avec très peu d'employés. C'est le stablecoin est un des meilleurs business models, parce que vous avez que de la marge quasiment, et vous avez assez peu finalement de contraintes. Donc c'est un des plus beaux fleurons et domaines. C'est pour ça que Circle, je pense, aimerait bien prendre des parts de marché à nos amis de chez Tether. Il faut voir que Tether, tous les jours, ils ont du caviar à la cantine. Il n'y a pas de souci avec ça. En plus, ils sont pas beaucoup, avec énormément de marge opérationnelle, encore une fois. Les afflux ETF d'hier, 438 millions. C'est bien. Demi-milliard, c'est bien. Et je trouve qu'en ce moment, c'est assez marrant. Tout ce qui est liquidé correspond à peu près à tout ce qui est vendu le lendemain au niveau des ETF. En tout cas, je trouve. Enfin, c'est pas très marrant, non? Si, c'est plutôt marrant, je trouve. Donc, on voit un petit peu ce jeu, je l'avais expliqué à un moment donné, hein, de market making. Et ensuite, Desk OTC, qui sont souvent un petit peu les mêmes personnes. Je l'avais expliqué il y a 3-4 jours dans une vidéo. Et notre ami Ethereum qui arrive à 305 millions, c'est-à-dire à peu près un peu plus des 2 tiers de ce que nous a donné Bitcoin. Et ça, c'est très bien aussi, des très bons afflux sur ETF. Le quantum computing, alors je n'ai pas fait de titre putaclic hier parce que je trouvais que c'était pas, voilà, mettre les gens dans la peur en permanence. Je trouvais que c'était pas intéressant. J'ai pas mal retweeté des articles depuis dessus, etc. Effectivement, c'est un wake-up call, hein, le fait que cette sortie de Willow, hein, du côté de Google, de nous dire, si il existait déjà 220 000 Willow, on pourrait peut-être craquer certaines clés privées. Et là, il y a vraiment toute cette partie de Andreas Antonopoulos, qui est l'auteur de Mastering Bitcoin, qui est globalement une des personnes les plus
une personne ressource un petit peu hein, sur tout ce qui est possibilité, Bitcoin, au niveau philosophique, mais surtout au niveau dev, hein, au niveau code, etc. Là, je trouve que c'était pas mal passionnant ce qu'il nous disait par rapport au quantum computing. Globalement, il nous disait que, pour faire simple, pour vous faire un petit résumé quand même, que c'était pas un danger extrême pour Bitcoin au sens où théoriquement Bitcoin arriverait à s'adapter avant, parce que le quantum computing, c'est pas oui ça existe, non ça n'existe pas, c'est pas 0 ou 1, ça commence à exister et petit à petit les vitesses de processing vont de plus en plus vite et là c'est là que ça peut commencer à devenir dangereux. Typiquement on en est au début de ça potentiellement, donc c'est là qu'il y a pas mal de choses éventuelles qui vont se mettre en place. Derrière, il disait que par contre, il faudrait que tout le monde adhère donc au nouveau protocole, on va dire, d'encryptage en fait. Hein. Et que si c'était le cas, le plus gros risque, ça serait de voir les bitcoins de Satoshi se faire hacker, puisque lui ne pourrait pas faire le move pour effectivement protéger ces bitcoins-là. Enfin, on ne sait pas s'il pourrait pas le faire, d'ailleurs. Il pourrait même... Bon, de toute façon, le jour où les bitcoins de Satoshi bougent, et c'est qu'il y a un souci dans tous les cas. Mais voilà, ce qu'il explique dans cette vidéo, c'est simplement de dire, nous, on pourrait... on va dire le système de bitcoin pourrait s'adapter assez rapidement en voyant venir un peu les choses, mais par contre, tous les coins perdus pourraient potentiellement être hackés et les phrases secrètes pourraient être trouvées, et à ce moment-là, ça ferait effectivement beaucoup de coins qui tomberaient entre les mains potentiellement d'une même personne. Ce qui nous dit aussi Antonopoulos, et ce qui est relativement intelligent, hein, bon, c'est le cas, c'est que quand vous aurez effectivement du quantum computing, il faudra plutôt s'intéresser au problème de craquer les codes nucléaires et éventuellement tous les comptes en banque de tout le monde, etc. Peut-être plutôt avant Bitcoin. On va dire que Bitcoin, ça sera plutôt, après à voir quand est-ce que ça arrive, mais on va dire que Bitcoin, ça sera plutôt à côté de ça, bon, un nothing burger. C'est officiel, le stablecoin de Ripple est approuvé par le canton de New York, dis donc on parle comme des Suisses ici, hein. Putain, j'ai fait le Suisse avec l'accent belge un petit peu, c'était un peu bizarre. L'État de New York qui approuve effectivement le RLUSD. Donc ça devrait être fat normalement pour nos amis de chez Ripple. Attention au petit sell de news, c'est ce qui a pas mal porté un petit peu Maintenant, moi j'ai l'impression que sur Ripple, le sell de news, il a eu lieu hein, de 2,50, de 70 à 2. On a eu un moins 30, donc voilà, ça peut peut-être ici se reprendre un petit peu. MicroStrategy qui fera son entrée dans les 100 plus grosses entreprises technologiques américaines, le Nasdaq 100, énorme. En market cap, ça commence à être fatou, hein, MicroStrategy, donc voilà. On en a parlé, l'inflation qui est tout pile au consensus, tout est exactement comme prévu, donc du coup, il n'y a pas vraiment ici de surprise, donc c'est une non-news, d'accord. J'aurais bien aimé légèrement en dessous, moi, je pense que Bitcoin est quand même toujours un peu dans cette narration, il a besoin d'argent gratuit, et la baisse des taux est plutôt une chose qui favorise Bitcoin, à mon sens. Il y a un moment où on va s'en détacher, mais voilà, on est un peu entre les deux, donc j'ai passé du temps à vous expliquer avant la corrélation avec S&P ou pas. Pour moi, on est quand même encore dans un moment où Bitcoin devrait apprécier que les taux soient faibles. Et je vous rappelle, tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On parle d'inflation ici, c'est typiquement ce qu'on vient de dire. Coinbase s'associe à Chainlink pour booster l'ascension institutionnelle. Projet Diamond, démocratiser les crypto-monnaies. Plateforme qui permet aux institutions de créer, acheter et vendre des actifs numériques. Bon, Coinbase, c'est l'oracle hein, par définition. Donc on va en avoir besoin si on veut faire du RWA. C'est l'avantage un peu hein, de se dire que les oracles devraient très bien fonctionner dans un contexte où, si on veut tout tokeniser, on en aura plus que besoin, d'accord. Donc Chainlink, Peace Network, PITH, hein, pas Peace, PITH Network, toutes ces choses-là, théoriquement, devraient plutôt bien se porter. Balancer V3, partnership avec AF, je suis pas au courant. Boosted Pulse, à voir si ça vous intéresse, allez voir. Ici, pas grand-chose, on voit la Jérémy Allaire de chez Circle, justement. Ici, on passe aussi le CPI, on passe, on va essayer de quand même avancer. Dépopulation en Grèce, on passe. Last rate to cut of year, but jumbo move.
pas de gros move a priori pour la garde en ce qui concerne, mais des coupes de taux quand même. Inflation, on en a déjà parlé. Et puis voilà. Dans le calendrier économique de la semaine prochaine, le FOMC, le 18, d'accord, ça va être ça le gros truc. Ok. Et la conférence de Powell. 18, on est le combien? On est le 11, c'est dans une semaine. Qu'est-ce que price le marché? Tiens, on va aller regarder ça un petit peu. De toute façon, on a le temps, hein. Je veux dire, on est déjà à 34 minutes de vidéo, donc la moitié est déjà potentiellement partie. Mais il ne reste que les meilleurs. Donc vous voyez qu'on est à 7 jours du FOMC. Le marché price une diminution de 0,25, d'accord. On était à 4,50, 4,75 et le marché price à 96%. Un cut de 0,25. 3% qui price pas de cut du tout. Ça aurait été intéressant de voir un petit peu à combien on était avant que sorte le CPI. Je pense pour le coup que ces 3,8 ils étaient plutôt de l'autre côté. J'ai pas regardé du coup hier, hein, j'en conviens. 1er décembre, One Week, 10 décembre, 4 décembre. Ah ben on voit, ah ben c'est ça, ah ben c'est vachement bien ça, putain mais j'avais jamais vu. Oui, alors donc du coup, non, current, ah non, on était auparavant, avant que sorte, on était sur plus de gens, il y a même un mois, on était à 65,34. Si je me trompe pas, hein, si c'est bien ce que je comprends, c'est-à-dire quelles étaient les datas au 10 décembre, quelles étaient les datas de probabilité. Donc là, on était à 2 tiers, 1 tiers. Petit à petit, le fait que Powell fasse un cut de 25% augmente, ce qui est plutôt curieux. Au moment où on trouve un plateau d'inflation, on pourrait se dire que le marché se dit plutôt que ça va être l'inverse. Mais là, vous voyez que au travers de ce sondage du CME, on comprend un petit peu ce que price le marché. Donc, si Powell nous donne dans une semaine un cut de 25 points de base, c'est pareil, ça sera une non-news, puisque vous voyez que la totalité du marché le pense. Powell n'a pas trop eu tendance à jouer les cow-boys dernièrement, c'est-à-dire à faire autre chose que ce que pense le marché. Il a globalement assez souvent fait ce que pensait le marché justement, pour éviter des crashs, hein, des choses comme ça. Maintenant, donc du coup on va partir sur cette idée qui va effectivement nous donner 25 points de base, sauf gros mouvements d'ici là. Bon, a priori on a eu le CPI, donc il n'y a pas trop de raison qu'il y ait des gros mouvements d'ici là. Donc voilà. Liquidité maintenant. Liquidité, 24 heures, on a liquidé 482, un demi-milliard, c'est beaucoup. 150 millions sur Bitcoin plus Ethereum, ça correspond au tiers, c'est peu par rapport à ce que fait d'habitude Bitcoin et Ethereum. Vous voyez qu'on liquide à peu près 2 fois plus de long que de short. Pourtant, j'ai pas le sentiment que l'action de prix a été plus baissière que ça sur les dernières 24 heures. 17 heures, 18 décembre. 10 décembre, 17 heures. Ouais, c'est ça, on a été plutôt haussier hein, sur les dernières 24 heures. C'est curieux qu'on liquide du long. Peut-être que ça tient à ce mouvement-là, ce mouvement-là, là, ici, a peut-être liquidé énormément de monde. Intéressant. Et là, Bitcoin qui vient visiblement de passer les 100 000, hein, si je comprends bien. Si je suis pas tout à fait trop con. Hop. Pendant qu'on fait la vidéo, c'est bien. Voilà, 100 000 $, bim. Tac, en ligne droite, très bien. Très très bien. Bah, on est sur le 1 heure, vous voyez ici, qui est au-dessus. Ça ne veut pas dire que ça va rejeter, mais ça veut dire que c'est quand même un point de refus. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Il devrait temporiser un petit peu, peut-être retour sur trend, ici 99,5. Et ensuite, éventuellement, aller passer. En tout cas, les shorters devraient se montrer ici. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est qu'on a ce point-là à prendre, celui-là, celui-là et celui-là. D'accord? Dans une structure comme ça, un short squeeze est peut-être plus facile étant donné qu'on a accumulé des niveaux. Voilà, si on passe au travers, si on arrive à percer, c'est plutôt bien. Là où finalement, vous le voyez ici, quand on vient prendre un peu tous ces niveaux-là, ça aurait été ici, ça aurait été encore mieux de ne pas avoir ça. Mais vous voyez qu'on est ici sur trend. Si on doit péter cette trend, voilà, c'est ça que je veux dire, ça devrait accélérer assez fort. Et là, en ce moment, vous voyez qu'on est en train d'attaquer le premier point, le premier ici, c'est là, d'accord, on y est. Deuxième, troisième, quatrième, short squeeze, short squeeze, short squeeze. Je vais rechercher les liquidations. Ça permet à ceux qui ont accumulé là de vendre, hein, en fait, finalement, les liquidations dans toutes ces zones-là. Tant que ça vend et que derrière, il y a de l'acheteur, qu'il y a une certaine forme de FOMO,
c'est cool. Tant que ça liquide aussi et que le slippage a tendance à faire monter le prix, c'est bien. Maintenant, on va voir derrière comment... Est-ce que c'est ça aussi qui fait un rejet? Vous l'aurez compris, hein, quand les mecs ont fini de vendre sur toutes ces zones-là, c'est ça qui fait qu'une résistance reste une résistance. Et c'est ça qui fait aussi que parfois on fait juste prise de liquidité juste au-dessus du niveau. Je sais pas si on peut le voir. Ouais, bah typiquement c'est ce qui s'est passé là. Typiquement c'est ce qui s'est passé là. Là on avait une grosse résistance autour des 98. Prise de liquidité. Tout le monde a vendu à peu près ce qu'ils avaient accumulé là et là. Et puis derrière, boum, on revient au point initial. D'accord? On revient au... Vous l'avez vu ici, là c'était pour le coup un épuisement d'acheteurs. On continue sur la liquidité. J'étais là-dessus, oui. Carnet d'ordre, pour moi, il est vide à la vente comme à l'achat. Il y a très peu de choses. Il y a vraiment très très peu de choses dans les deux sens. Et vraiment, à partir de... Enfin, il n'y a rien. Le carnet d'ordre est vide, d'accord? Alors, il est vide à l'achat comme à la vente. Donc, le mouvement, s'il doit se faire péchu dans un sens, il peut se faire 110 direct, comme il peut, en tout cas par rapport à ce que je vois sur le spot, hein, 110 direct, comme il peut se faire 70 direct. En tout cas, par rapport au carnet d'ordre, si on regarde le carnet d'ordre, c'est vraiment possible d'aller littéralement et très vite dans les deux sens. Donc il y a potentiellement beaucoup de vols, parce que le carnet d'ordre est vide, qui se met en place, que ça soit en haut ou en bas, d'accord? Là, vous voyez, 115, si je commence à avoir des ordres à 115, 300 bitcoins, c'est que dalle, d'accord? Marché en levier, bah, c'est propre, je trouve, par rapport aux deux niveaux qu'on avait mis hier. On est venu chercher celui du bas, chercher celui du haut. Attention, ça j'aime bien aussi. Ça fait longtemps. On va se mettre en 30 minutes. Ça fait longtemps que j'avais mis, vous vous en rappelez, ce petit marqueur ici, en disant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne, et pour moi, du coup, le mouvement serait éventuellement terminé. Je n'ai pas, du coup, vérifié entre-temps et depuis. Ce petit marqueur ici sur la borne des 20, en disant, je pense que là, on acceptera à nouveau de releverager. On a énormément accepté de releverager ici, d'accord? Ça veut dire, pour moi, c'est lui la borne basse, désormais, 20 milliards, d'accord? Et derrière, vous voyez que là, on a énormément accepté, mais c'était un peu trop pour le marché. Le marché s'est dit, bon, peut-être aller prendre la thune qui est là, on va aller la chercher, on va la prendre. Il y a 3-4 milliards, il y a ça vaut le coup peut-être d'aller chercher ce pognon-là. Maintenant, pour moi, il peut accepter de releverager dans ces zones-là. C'est pas une certitude, mais j'ai toujours mis ce marqueur ici en disant j'aimerais bien qu'on y aille, et quand on y sera, pour moi, ça sera un bel endroit. Ce que je vois d'une certaine manière, c'est que on va plutôt aller sur le 15 ici. Bon, déjà, on a pris les niveaux, ça c'est très propre, hein, d'accord. Donc celui-ci est pris, celui-là aussi. J'ai un funding qui est à plat. Légère augmentation là, mais c'est normal, on short squeeze aussi. Ici sur la descente, j'ai un tout petit peu de long, je pense ici. C'est pas énorme, on va le mettre en trétillé. C'est du rouge, c'est du long, et on va le mettre en trétillé parce que c'est vraiment pas... Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui que je veux. Un pixel trétillé. Rouge, c'est du long. Derrière, le funding augmente ici, c'est normal, ça short squeeze. Je vous disais que j'ai une belle augmentation de l'open interest, d'accord, ici. Donc il y a du long et du short dedans, il y a un peu des deux, puisque vous le voyez, on n'est pas non plus en train de, de faire ça. Augmentation de l'OI et baisse du funding en même temps que le prix augmente, ça voudrait dire, oh là là, c'est quand même un petit peu louche. Ça voudrait dire que au lieu de liquider du short et d'avoir un funding qui augmente, j'ai énormément de shorters qui rentrent sur ce mouvement. À l'inverse, augmentation de l'OI et augmentation substantielle du funding très rapidement, ça voudrait dire je vais plus vite que la musique, donc du coup j'ai peut-être beaucoup de longues, ou là dès qu'on va commencer, si on commence à latéraliser et vous voyez le funding continue à augmenter en même temps que l'open interest continue à augmenter, c'est pas bon, ça veut dire qu'on charge en longue. Voilà, pour le moment en tout cas pour moi c'est direction là, hein, d'accord, 102 et quelques. On va venir cueillir ça, ça, maintenant qu'on a pris ça, on va venir cueillir ça, 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 et pourquoi pas ça, d'accord, ok. Ce que je vous ai montré à l'instant tout à l'heure. Bon, en tout cas, on a bien pris les points. On va aller voir sur iBlock. On va juste refresh vite fait.
On va aller voir sur iBlock un petit peu où ça en est cette histoire, en termes de est-ce qu'on a chargé en longue sur la montée là. Ouais, un petit peu là, on voit, mais c'est que de la petite position, il n'y a pas de grosse bulle. Alors attention, je disais ça aussi quand on a fait ce move là, d'accord. Quand on a fait ce move là, même quand on était à peu près par ici, je disais il n'y a pas grand chose à venir chercher finalement en longue, et vous voyez qu'on y est allé quand même, d'accord. Donc voilà, le ratio repasse légèrement positif parce qu'on liquide du short. Hein. Vous comprenez ici qu'on a bouffé la poche de liquidité qui est ici. Est-ce qu'il y a du short au-dessus? Oui, très légèrement. On a un petit peu plus de long que de short là qui vient de rentrer sur la structure. En tout cas, c'est ce que nous dit iBlock et c'est ce qu'on a vu également. Vous voyez qu'on fait une entrée dans la poche de liquidité intermédiaire. Le point à aller chercher étant plutôt 105. Hein, si on regarde la one week, la une semaine. On a laissé gagner un tout petit peu de monde à 93-94. On a refait un bisou ici. Il y avait très peu de liquidité. Étonnant qu'on ne soit pas venu morfler au travers. Mais le prix s'est repris ici, donc tant mieux pour lui. Sur cette news, peut-être un petit peu du CPI. Les alts sont pas du tout longués, d'accord. Ça recommence un tout petit peu, mais vous voyez ici, après le flush qu'on a eu il y a quelques jours, on a des alts qui sont littéralement vides de longue. Ça, c'est très bien. Ça peut les aider à partir. Ether qui vient d'aller chercher sa petite poche de liquidité ici également. Attention, ça pourrait se retourner parce qu'il n'y a pas énormément de longues non plus au-dessus. Alors, je sais pas où il en est, Ether en open interest. Hop. Open interest, on est plutôt borne basse aussi. Il est en train de releverager aussi. Et en funding, on est à 0,01. Donc, c'est des zones tout à fait correctes. Ether n'est pas trop chargé en longue. Ici également, j'ai une baisse du funding de là à là, donc j'ai quand même du monde en short ici. Là, à venir chercher au-dessus, d'accord. Bon, on l'a vu de toute façon sur l'iBlock. Hein. Où là, effectivement, j'ai un petit peu de monde à venir prendre au 4150. Il a très bien nettoyé ça une semaine. Pour le coup, Ether, il est venu chercher des petites choses là. Il y a eu rejet. Il a construit sa liquidité intermédiaire pour venir recroquer au travers. Est-ce que maintenant on fait la jonction avec 4000 ou est-ce que c'est terminé autour des 3009. Voilà, c'est un peu la question. Pour moi, il y a un petit vide ici, mais je pense qu'Ether retourne à 4160. On va aller voir le prix. On fait la conclue de cette vidéo. Alors, on l'a vu en 1 heure, et c'est pour ça que vous devez vraiment jongler, regarder un peu toutes les time frames, etc. C'est un endroit où ça devrait rejeter. Vous voyez qu'on vient tout pile sur la trend. Et pour le moment, on a une forme de réaction là-dessus, d'accord ? Ça ne veut pas dire que ce sera la réaction 1 heure du siècle, ça ne veut pas dire que nécessairement qu'on va venir perdre la trend, etc. Pour moi, voilà, c'est plutôt petite temporisation et peut-être plutôt passer au travers après derrière. J'aime bien l'idée qu'on a short squeeze ça, maintenant je voudrais qu'on attaque ça, d'accord? Donc l'idée c'est d'aller hard closer ce 1 heure là, hein, ok? Vous comprenez ici que il a été hard closé hein, d'une certaine manière quand on est venu faire ça, je pense, j'ai un petit doute. Non, pas du tout. Donc l'idée c'est de hard closer ce 1 heure, d'accord? Ici je me suis remis en 1 heure, vous voyez que depuis le 7 décembre, on n'arrive pas à faire autre chose que des petites mèches en 1 heure au-dessus de ce niveau. Donc ce qu'on veut voir ici c'est autre chose qu'une mèche. Sous-entendu, là il est 16h32, pardon. Mais on veut que la bougie de 17h, elle ouvre, elle commence à ouvrir ici et qu'elle ferme ici pour se dire ok, on s'est affranchi de ce niveau, on est sur plus qu'une prise de liquidité, on est juste donc un petit short squeeze de ça hein, en fait. On est sur plus que ça, on veut aller plus haut, il y a de la force acheteuse et c'est parti. Derrière, en termes de liquidité, je trouve qu'on n'est pas excessivement chargé. Maintenant, je trouvais qu'on n'était pas excessivement chargé ici. D'accord. Pour moi, il n'y avait pas énormément de raisons de venir chercher quelque chose dans cette mèche-là, et pourtant on l'a fait. Ok. Il y avait peut-être des raisons de venir dans cette mèche-là, on en avait parlé, hein, de venir chercher quelque chose. Donc le premier move ici, garder de la logique. Maintenant, par contre, pour moi, ce move-là n'était pas forcément trop prévisible. Le retour sur le 4 heures ici, je ne le voyais pas nécessairement arriver. Mais bon, voilà. Ça m'a coûté un trade sur une duquel j'ai été sorti, parce que je me suis dit, tiens, il y a peut-être un spot sur les altcoins, il y a peut-être un truc à faire sur les altcoins, et en l'occurrence, la position qui n'était pas non plus énorme, mais a été liquidée, donc du coup, je ne suis plus sur ce trade-là, je me suis malheureusement fait sortir. Derrière,
Ça se reprend bien là, hein, même y compris côté altcoin, en tout cas je trouve. Toutes les altcoins ont finalement cette structure un peu en W, en W 1 heure qui est plutôt sympa, avec un rebond sur leur 4 heures, hein, ça je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. On va sur la petite structure ici, 15 minutes, il n'y a pas grand chose de plus à dire. 5 minutes non plus, 3 minutes, 1 minute, bah, c'est encore un peu tôt pour commencer à regarder sur le 1 minute où est-ce que peut s'arrêter éventuellement, jusqu'où on pourrait éventuellement corriger, d'accord. Il y a un petit truc à 98,3, en tout cas je trouve, je sais pas vous, mais moi je trouve. Là, ça voudrait dire effacer une bonne partie de ce qui s'est fait juste avant, mais bon, pourquoi pas. D'accord, ici. Petit truc légèrement au-dessous aussi, 98,2, 98,150 et 97,269. C'est tous les endroits où on a eu un peu du volume profile. Maintenant, si je me mets vraiment sur la toute petite structure, si on part d'un départ au 94, d'accord, et qu'on regarde où est le POC, 98,2, là il y a un truc, il y a un petit quelque chose, d'accord. Donc celui qui veut voir une ressource sur momentum, un échec sur le 1 heure, et éventuellement se dire tiens, j'aimerais bien trouver un endroit où ça serait cohérent de rentrer, voilà, je dirais que sensiblement, si on fait un retour sur trend, plus le niveau qui est là, à peu près la zone 98,2, 98,3, au niveau du POC, on vient rebondir sur le POC, tous ceux qui avaient déjà chargé cette zone viennent charger à nouveau, ils ont un petit peu distribué sur le 1 heure, ils viennent recharger à nouveau, et derrière ça nous donne le jus pour éventuellement passer. Voilà mon scénario privilégié, c'est peut-être pas forcément ce qui va se passer, mais bon, il y a un peu de momentum ici, et pourquoi pas. Si jamais on n'y va pas, bah, c'est une accélération de momentum. Je vous en parle souvent hein, de ces choses-là, mais c'était aussi un des scénarios qu'on avait sur la chaîne, qui était qu'on serait dès ce soir, à 110 000 $. Alors, est-ce que c'est possible? Bah, si on tient le momentum actuel, hop, vous voyez que c'est tellement péchu. Bon, voilà. Que, vous comprenez ici que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, bon, alors, on est en 3 minutes, là, c'est bien. Alors, on va peut-être quand même essayer de l'avoir un petit peu plus tranquille, parce que c'est extrêmement péchu, là, ce que j'ai mis. Allez, on a un truc pas agressif, on va dire, comme ça. Voilà. Et une accélération qu'on va donner comme ça. Ok. Je le dis souvent, ce qu'on cherche dans ce genre de moment, pour du bon trading, du bon truc, c'est typiquement un début de banane, un début de parabole, d'accord? Comment on voit un début de parabole? C'est une accumulation qui trouve une accélération. À voir, en tout cas, si dans cette idée-là, et dans l'idée que nous on avait évoquée, qui était potentiellement que on soit à 110 000 pour ce soir. Il faudrait vraiment, pour le coup, tenir le momentum et on y serait sur les coups de minuit 30. Si on tient le momentum le plus agressif, hein, j'entends. Ok. Voilà. Est-ce que c'est forcément ce qui va se passer? Alors là, je l'ai un peu mal mis. Il est plus agressif que ça, en fait. Est-ce que c'est forcément ce qui va se passer? Non, hein, c'est quand même très agressif. Donc, gardez la probabilité ici. Pareil, un petit peu... légèrement plus agressif que ça. Désolé, hein, ça se fait en 1 minute. Allez, là on doit y être. Si on va au 110. « 22h42, 22h42, 23h, pourquoi pas. À la clôture. On va voir comment sont les afflux demain, afflux ETF. On avait 500 milliards aujourd'hui. Bon, ça a peut-être ici un petit peu tenu le prix. Moi, j'aime bien aussi cette idée que on liquide. Avant, c'était pas du tout normal de liquider 500 millions par jour. Et là, maintenant, c'est devenu la normalité. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que la crypto est en train de prendre une maturité qu'elle n'avait absolument pas avant. C'est-à-dire qu'avant, on délivrait systématiquement sur des bornes bien plus basses, 8-9 milliards d'open interest. Là, on a des grosses mains qui sont en train de rentrer et qui rajoutent de l'open interest. Donc ça veut dire plus de vol, mais plus de market maker aussi, plus d'institutionnalisation, plus de monde. Donc ça, j'aime bien l'idée. Parce que ça veut dire que le marché prend de l'intérêt et donc du coup, il est en train de se maturer. Regarde juste un truc. Attention, on est en train de passer sur des spreads négatifs. Ça veut dire une perte de vitesse au niveau des longues.
Moi, j'aime bien quand les spreads sont positifs, d'accord. C'est quelque chose que j'aime bien. Et ici, on voit pas mal de ventes au spot, ici, sur ce mouvement-là. Là, vous le voyez. Je parle de vraiment des tout derniers mouvements là qui sont en train de se faire. Pas mal de ventes au spot. Donc, est-ce que ça va tenir ou pas? C'est un petit peu la question. Spread négatif depuis ce matin. Ce matin, 11h. Donc, voilà. Ça veut dire que avoir des spreads négatifs, ça veut dire que le prix est désormais moins cher sur les dérivés. On va vérifier d'ailleurs. Sur les perfs, vous avez un prix à 100 300 et sur du spot, vous avez un prix qui est 385. Vous voyez qu'on est plus cher sur le spot que sur les perps. Moi, j'aime bien quand les spreads sont positifs. Parce que ça veut dire qu'il y a une grosse demande sur les perps, d'accord? Ça veut dire que d'une certaine manière, pourquoi j'aime bien ça? Parce que ça veut dire que le prix est plus haut sur les perfs, donc du coup, il y a une sorte de, un peu une FOMO sur du long, mais FOMO qui nous permet de tenir les mouvements, d'accord? Quand les spreads deviennent un peu négatifs, ça sous-entend certes, oui, une forme de demande au spot, c'est-à-dire que vous avez un prix du spot qui est plus haut que le prix des perfs. Mais voilà, ça affiche pas une force, je trouve, incroyable. Là où finalement on peut partir en FOMO, littéralement, sur des périodes. Hop. Alors il faudrait regarder, en ce moment on est beaucoup aussi tradé sur le CME, et il n'y a pas de funding sur le CME, donc on ne peut pas réellement savoir de ce côté-là. Mais je préfère moi quand on est sur des grosses périodes de spread positif comme ça. Pour vous montrer un exemple. Dans le passé. Vous voyez que là, on vient de passer négatif. Là, on est peut-être en train de sortir d'une grosse période de spread positif. Et vous voyez que quand même, les gros mouvements de hausse se font quand même plutôt sur des moments de spread positif. D'accord. Alors, c'est pas forcément... Ici, vous voyez qu'on a du spread négatif, mais c'est pas forcément le cas. Là, spread négatif, on est quand même sur une très longue correction. On était repassé en spread positif. Alors, il faut voir si c'est juste temporaire. Ici, vous le voyez, spread positif, on était plutôt sur de la descente. On avait eu du spread négatif ici sur la correction. Et là, en fait, pendant tout le bull market, on va dire ça, de toute la fin de bull market, en tout cas, toutes ces zones-là, là, on était un peu dans une temporisation. On a eu plutôt des spreads qui restaient positifs. Funding est très bas. Ça, c'est bien. C'est curieux. Alors, soit c'est une demande énorme au spot, ce qui pourrait se caractériser par quelque chose de peut-être... moi, j'aime bien regarder pour le coup le CV des spots, ici. Vous voyez que pour l'instant, on rejette toujours sur ces bornes-là. Pour moi, quand ça trouvera effectivement quelque chose, quand on regarde là 1 an en arrière, comme ça, le CVD, c'est cumulative volume delta, ça veut dire qu'il est en fonction de ce que vous regardez. C'est-à-dire que si je dézoome ici, il va évoluer en fait en fonction de... Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on arrive à sortir un peu de ce CVD spot en cumulé qui est effectivement négatif. 57 minutes, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. En gros, vous avez un CPI au consensus. On a aussi un Open Interest qui prend énormément en ce moment. Vous le voyez ici en daily. On a une maturité des pairs sur la crypto et des exchanges qui est en train d'énormément se prendre. Alors jusqu'à quand? Un peu la question. Vous le voyez ici par exemple. Là, on était typiquement dans quelque chose où on prenait de l'open interest, etc. Et il a fallu ce mouvement je pense qu'on est en décembre, là, voilà, décembre 2021, ce gros mouvement, là, histoire de remettre tout le monde un petit peu d'accord et revenir sur la borne basse qu'on avait établie ici, à peu près dans ces zones-là, d'accord? Pour l'instant, faire ça, à ce stade, c'est 9 milliards ou c'est trouver une autre borne basse qui se trouvait peut-être à 14. Moi, j'aime bien cette idée, en tout cas, que, à minima, on va se le mettre comme ça, on est venu sur la borne basse du moment, c'est-à-dire, c'est ce que je vous expliquais ici, c'est la ligne rouge que j'avais mise là, en disant, tiens, il y a eu tellement d'événements endogènes à la crypto ici, régulation, Trump, etc., toutes ces choses-là, c'est normal qu'on accepte de prendre quelques milliards de plus, de 14 à 22 en gros, mais je pense que 20 milliards est la nouvelle base vers le bas. Attention, si on déleverage très très fort, si on vient vraiment prendre le pognon, il se pourrait que 14 milliards soit la borne basse. D'accord, je ne sais pas où est la borne basse. Pour le moment, en tout cas, j'aime bien me dire que
on a touché effectivement les 20 milliards et que peut-être que 20 milliards serait la nouvelle borne basse désormais parce qu'en général l'open interest a tendance à venir prendre les milliards là où ils sont et à accepter voilà 4-5 milliards de plus et 4-5 milliards de moins. Enfin en tout cas c'est ce qu'on a vu par le passé. Ici vous le voyez on était entre 13 et 9 je crois pendant assez longtemps. Ici 13 et 9 ouais c'est ça. Et auparavant par le passé je vous ai montré les différentes bornes. En tout cas on va peut-être trouver cette fameuse borne basse à un moment. Pour moi, ça serait bien si c'était 20 milliards parce que ça éviterait qu'on déleverage beaucoup plus, d'accord. Et ça voudrait dire qu'on accepte d'enclencher 20 milliards d'open interest sur une vingtaine d'exchanges. C'est déjà joli. Et on parle ici que de Bitcoin, hein, bien sûr. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait une petite heure aujourd'hui. On a toujours les vidéos affiliées également. Donc là aujourd'hui j'ai fait une analyse de Cartesy, Dusk, MTL, Centrifuge et Borg que j'ai posté sur le Discord et sur le canal affilié de YouTube. Si vous voulez rejoindre tous ces trucs-là, allez vous renseigner dans les liens en description sur le Discord et cliquez sur le bouton souscrire sous la vidéo. 10 € par mois, vous aurez accès à toutes les vidéos affiliées. J'en fais à peu près 2 par semaine. En tout cas, en ce moment. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. On espère que le momentum va tenir. On n'est pas tout à fait sorti de cette idée qu'on pourrait être à 110 000 ce soir, même si ça semble quand même relativement peu probable, d'accord? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excusez-moi. Et puis, à très bientôt. À demain. Ah oui, il faudrait que je fasse la question à la con là, mais j'ai un petit rototo qui ne passe pas. Question à la con, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence aujourd'hui, la question du jour, non je pense que je vais pas montrer mes enfants en fait sur les vidéos. La question du jour aujourd'hui, ça sera... Tiens, est-ce que vos enfants ont pour habitude de taper à la porte avant de rentrer dans votre bureau? Ou alors est-ce que juste ils rentrent comme ça? Moi, ça me plaît beaucoup qu'ils rentrent. Voilà, ça me va très bien comme ça. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.